La première chose que je sens, c'est l'odeur. Un mélange de sueur rance, de mégots froids et ce parfum métallique de circuit imprimé qui a chauffé toute la nuit. J'ouvre un œil. Le plafond est strié par les reflets d'un néon bleu qui déconne dehors, en voyant des flashs réguliers qui me percent le crâne. Ma chambre est un champ de mine. Des canettes de bière synthétique écrasées, des câbles de recharge qui traînent comme des tripes de robots et mes fringues balancées en tas. Je me redresse. Ma tête pèse 3 tonnes. C'est le prix à payer pour avoir essayé de noyer Neo Tokyo dans l'alcool hier soir. Je sors de ma chambre, les pieds nus sur le linoléum froid et poisseux. Dans la pièce commune, ils sont déjà là, mes 2 associés. Vax est affalé dans un canapé défoncé en train de nettoyer nerveusement les capteurs optiques de son drone. C'est un type des bas quartiers, ça se voit à sa façon de bouger, toujours aux aguets. Il porte un débardeur sale qui laisse voir ses implants sous-cutanés le long de son bras. Il lève les yeux, un petit sourire en coin. Lina est debout près du comptoir de la cuisine, déjà équipée. Elle a ce look fonctionnel de mercenaire, veste en cuir renforcé, holster discret, et ses cheveux coupés courts pour ne pas gêner sous un casque. Elle a l'air de sortir d'un bloc opératoire tellement elle est nette par rapport à nous. Alors, le héros est de retour ? Lâche Vax avec cette voix traînante des mecs qui ont passé trop de temps dans les salles d'arcade illégales. T'es rentré tout seul hier ? Pas de charmante compagnie ? On a cru que t'avais enfin trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour te suivre, mais non. Lina soupire en rechargeant la cafetière. Laisse-le, Vax. Regarde sa tête, il est déjà en train de mourir. Je ne réponds pas. J'ai la langue comme du papier de verre. Je me traîne vers la salle d'eau pour une douche rapide, histoire de me décrotter la crasse de la veille. L'eau est tiède, à peine propre, mais ça aide. En sortant, je les rejoins autour de la table en formica ébréchée. C'est l'heure du debout les morts. C'est Lina qui prépare le mélange. Elle sort une petite fiole de speed pur, du truc de qualité industrielle, et on verse 3 gouttes dans des verres de gnôle bon marché. L'alcool est tellement fort qu'on pourrait s'en servir pour nettoyer les injecteurs d'un taxi. On entrechoque les verres. Le liquide brûle l'œsophage, puis quelques secondes plus tard, le speed tape au cœur. Mes pupilles se rétractent, le sifflement dans mes oreilles s'arrête, le cerveau se rallume, on est prêt. C'est à ce moment-là que l'interphone se met à gueuler. Un son strident qui nous fait tous sursauter malgré la drogue. Quelqu'un est en bas, et c'est sûrement pas le livreur de nouilles. Vax jette un œil au moniteur de sécurité. Une vieille dalle LCD dont les pixels morts dessinent des constellations noires. Il siffle entre ses dents. On a de la visite de haute volée, et c'est pas la police, c'est trop élégant. Lina déverrouille les 3 crans de sécurité de la porte blindée. Le métal grince. Une femme entre. Elle semble flotter au-dessus de la crasse de notre entrée. Elle porte un tailleur noir d'une coupe impeccable, des gants en satin qui remontent jusqu'au-dessus de ses coudes et une capeline à bord large qui plonge la moitié supérieure de son visage dans une ombre impénétrable. Elle tient un long porte-cigarette en argent éteint. Elle dégage une odeur de parfum hors de prix, quelque chose de floral et de froid, qui vient violemment percuter l'odeur de tabac froid et de chimie de l'appart. Elle ne s'assoit pas, elle nous jauge. Ce que je m'apprête à vous dire ne doit jamais sortir de ces murs, commence-t-elle. Sa voix est d'une précision chirurgicale, sans la moindre trace d'accent des quartiers. Elle marque une pause, son regard invisible fixé sur nous. Une fois que vous aurez accepté de m'écouter, vous ne pourrez plus refuser la mission. C'est un et simple, est-ce clair ? Je regarde Lina. Elle a la main près de son arme, elle ne bouge pas. Je lève un œil à Vax. Il est livide, ses doigts triturent nerveusement un câble. Je pense à notre compte en banque, aux 2 jours qui nous séparent de l'expulsion, au frigo qui ne contient plus que des packs de glace. On accepte, je dis. On n'a pas vraiment le luxe de faire la fine bouche. On incline légèrement la tête. Mon mari me trompe, j'en ai la certitude. Mais il me faut une preuve irréfutable. Ce soir, comme chaque jeudi, ils seront au casino du désert de cendres avec sa compagnie habituelle. Il y restera toute la nuit. Je veux une vidéo de leurs ébats. Une vidéo nette, exploitable. On va avoir besoin d'un visuel du mari. Je lance en cherchant mon bloc-notes. Une photo nette pour l'identifier sur place. Elle se raidit. Son ton devient glacial. Non, je ne donnerai aucune photo. C'est absurde. Comment on est censé le trouver dans une fourmilière comme le casino ? Je m'apprête à protester quand je vois Vax se lever, les jambes un peu tremblantes.
Il ne regarde pas la femme, il regarde le sol, On n'a pas besoin de photos. murmure-t-il. Je connais son mari, tout le monde le connaît. Et je sais qui vous êtes. Il lève les yeux vers elle, la voix brisée par l'inquiétude. Vous êtes Madame Don Diego, la femme du parrain. Le silence qui suit est lourd comme du plomb. La femme se redresse, son attitude change instantanément. Elle n'est plus une épouse bafouée, elle est une prédatrice. Elle retire sa capeline d'un geste lent, révélant un visage d'une beauté marmoréenne et des yeux qui semblent pouvoir vous tuer sur place, Dans ce cas, les règles changent. dit-elle froidement. Puisque vous savez qui je suis et ce que je veux, vous êtes lié à moi. J'attends cette vidéo demain, à midi ou plus tard. Elle s'approche de moi, si près que je sens la chaleur de son souffle. Si vous ratez cette mission, si vous fuyez, ou si vous n'êtes pas là à l'heure dite, je vous ferai tuer. Je dirai à mon mari que vous aviez reçu cette mission d'un gang rival pour le faire chanter. Je passerai pour l'épouse fidèle qu'il a prévenue, et vous ne serez plus qu'un lointain souvenir dans un incinérateur. Elle remet sa capeline, ajuste ses gants. Passez une excellente journée. Elle sort sans un regard en arrière. La porte claque. Le debout les morts redescend d'un coup, nous laissant dans une sueur froide et la certitude qu'on vient de signer notre arrêt de mort. L'odeur du parfum de Madame Don Diego finit par se dissiper, remplacée par celle plus familière de notre sueur froide et du café brûlé. On va se planter là, au milieu du salon, comme si on venait de voir un fantôme nous annoncer l'heure de notre exécution. C'est du suicide! Lâche Vax. Il s'est remis sur le canapé, mais ses mains tremblent tellement qu'il n'arrive plus à tenir son tournevis. C'est Don Diego, Lina! On parle pas d'un petit dealer des docks. Si on se fait choper, on ne finira même pas dans un incinérateur. On finira comme engrais dans leur jardin synthétique. Lina ne répond pas tout de suite. Elle vérifie le chargeur de son automatique. Le claque avec un bruit métallique sec qui résonne dans le silence de l'appart. On n'a pas le choix, Vax. Elle a nos noms, nos visages. Si on fuit, on est mort. Si on rate, on est mort. La seule option, c'est de réussir. On commence à balancer des idées, des pistes foireuses nées dans la panique. Vax suggère d'utiliser son drone pour infiltrer la ventilation. Impossible, le casino du désert de cendres est une forteresse climatique. Les filtres déchiqueteraient n'importe quel engin plus gros qu'un mouchard. Je propose de hacker le réseau local de surveillance. Lina me rappelle que les serveurs là-bas sont en circuit fermé, isolés physiquement. Il faut être à l'intérieur. Le ton monte. Vax commence à s'agiter. Il parle de tout plaquer, de partir vers la cité hurlante. Je l'attrape par l'épaule, un peu trop violemment. Vax, ferme-la! On reste groupés! Lina s'interpose entre nous, sa voix est calme, tranchante comme un scalpel. Ça suffit, vous deux. On ne va pas se bouffer entre nous alors que la mafia s'en charge déjà très bien. Écoutez, le casino embauche en continu des suppléments pour les soirées de gala. C'est de la main-d'œuvre jetable, des gens des bas quartiers dont personne ne retient le nom. C'est notre porte d'entrée. On a fini par accoucher d'un plan qui tient debout, au moins sur le papier. On va se préparer. Vax portera le costume. On a un vieil ensemble en fibre de soie synthétique qui fera illusion sous les néons tamisés. Il entrera par la porte des clients avec les riches et les privilégiés. Son rôle, se fondre dans la masse. Surveiller l'arrivée de Don Diego et nous prévenir dès que la cible est en vue. Lina et moi, on se présente à l'arrière. On va se faire embaucher comme personnel de service. Les employés circulent partout dans le bâtiment avec leur chariot de linge. C'est la couverture parfaite pour naviguer dans les couloirs techniques et atteindre la suite présidentielle sans éveiller les soupçons des snipers sur le toit. L'objectif est simple. Poser la micro-caméra au-dessus d'un meuble dans la chambre, s'assurer que le flux passe bien sur nos communicateurs cryptés et déguerpir avant que Don Diego et sa compagne ne passent la porte d'entrée. Je regarde le frigo vide, puis le visage livide de Vax. Prépare ton matos, Vax. On part dans 1 heure.
On a chopé un taxi pourri pour sortir de la zone urbaine. Le truc est une épave volante, un tas de ferraille rouillé qui ne tient debout que par l'habitude et quelques soudures de fortune. À chaque accélération, l'engin tremble tellement qu'on a l'impression que la coque va se désintégrer. Vax a même ramassé un boulon qui venait de tomber du tableau de bord. Il l'a gardé dans sa main, hébété, en regardant le moteur cracher une fumée noire et grasse. On comprend même pas comment ce tas de boue peut encore rouler. Le paysage défile, les barres d'immeubles s'effacent peu à peu pour laisser place au désert de cendres. C'est une étendue grise, plate, sans vie, où le vent soulève des nuages de poussière toxique et au milieu de ce néant, il y a le casino. C'est un bloc de verre et d'acier massif étincelant sous les projecteurs qui semble défier la désolation tout autour. C'est indécent de luxe. En approchant, on voit les gardes, des types en costard sombre, droits comme des i, le regard caché derrière des lunettes tactiques. Ils sont armés jusqu'aux dents. En levant les yeux vers le toit, un reflet métallique m'arrête. Un sniper est posté là-haut, balayant la zone. On n'a pas le droit à l'erreur. On active nos coms, je murmure. On enfonce nos oreillettes, un léger grésillement, puis le silence crypté. On se sépare devant le parking. Vax ajuste sa veste en soie synthétique, prend une grande inspiration et se dirige vers l'entrée principale. C'est là que le tapis rouge et les portiques de sécurité laser. Lina et moi, on contourne le bâtiment par le nord. On arrive dans une porte de service anonyme en béton nu. Il y a déjà une file d'attente. Des gens comme nous, des locteux, des bas-quartiers, qui espèrent ramasser quelques crédits pour la soirée. On attend notre tour, la tête basse, pour ne pas attirer l'attention. Derrière un guichet blindé, la recruteuse nous dévisage. Elle a la peau grise des gens qui ne voient jamais le soleil et un uniforme tiré à 4 épingles qui semble trop étroit pour elle. Elle a l'air d'une fonctionnaire au bout du rouleau. Non. Jace et Lina, je réponds. On vient pour le renfort de soirée. Elle ne vérifie même pas nos identités. Elle s'en fout. On est juste de la viande pour remplir les couloirs. Embauché pour le service des chambres. Badge numéro 1. Suivez le couloir, vestiaire au bout à gauche. Suivant. On passe la porte, le déclic du verrou derrière nous sonne comme une cellule qui se ferme. J'appuie sur mon communicateur. On est dedans, Vax. Pour le ménage. Toi ? Je suis dans le hall principal. Répond sa voix, un peu tremblante mais audible. C'est immense. Je passe la sécurité. Tout est ok pour l'instant. On s'enfonce dans le couloir en sous-sol. Les murs sont en béton brut, froid, suintant d'humidité. C'est l'envers du décor. Le luxe est au-dessus de nos têtes. Ici, c'est l'usine. On débouche dans un vaste vestiaire qui ressemble plus à un bunker qu'à une zone de repos. Les murs sont en béton brut, marqués par l'humidité, et l'éclairage au néon grésille de façon agaçante. L'air est saturé d'une odeur de détergent industriel et de linge humide. Des dizaines de travailleurs comme nous s'activent en silence sous l'œil de superviseurs dont les mains ne quittent jamais leur matraque électrique. On récupère nos tenues, des uniformes gris souris, mal coupés, qui grattent la peau et nos badges d'accès. On nous file un chariot de linge de maison lourd, encombré de draps et de serviettes. Vous rendez tout à la fin du service. Aboie un chef d'équipe. S'il manque un badge, c'est début de votre prime. Et si vous vous perdez dans les étages clients, c'est la porte, direct. On s'exécute. On pousse le chariot vers les monts de charge industriels. J'effleure mon oreillette. Vax, on monte. On est en gris. Reçu. Souffle-t-il. Je suis au bar du deuxième. C'est une ambiance particulière ici. On dirait que tout le monde attend quelque chose. On commence par les premiers étages. Les salles de jeu, les lounges, les restaurants. On fait mine de s'être trompé de couloir technique pour jeter un œil à travers l'entrebâillement des doubles portes. Le luxe est écrasant. Tout en dorure et en velours rouge. Et l'atmosphère est pesante. Lina s'arrête, la main sur le montant d'une porte. Elle observe la salle, le visage fermé. Hé, regarde-moi ça. Me chuchote-t-elle. Je jette un œil. Les tables de craps et les roulettes sont entourées d'hommes de main de la mafia. Ils sont d'astreinte, ça se voit à leur décontraction forcée. Ils portent des costards de créateurs, mais leurs armes déforment leurs vestes. Ce qui me saute aux yeux, c'est qu'ils ne jouent pas vraiment, ils se laissent distraire, presque hypnotisés, par une armée de prostituées. Ces filles ne font pas partie du personnel du casino. Je reconnais le style, le maquillage plus agressif, les parures plus clinquantes. Elles viennent du quartier rouge.
Elles sont partout, bien plus nombreuses chez les mafieux. Elles s'accrochent à leurs bras, leur murmurent des trucs à l'oreille, les saturent d'attention pour les empêcher de regarder autour d'eux. Les rares clients civils semblent totalement ignorés. C'est un balai bien huilé, mais quelque chose me gratte derrière le crâne. Un mauvais pressentiment. On continue vers les blocs sanitaires du 2e pour ne pas attirer l'attention. Je laisse Lina surveiller le couloir et j'entre dans les toilettes des hommes. C'est là qu'une main m'attrape le bras et me tire violemment dans un coin, derrière une rangée de casiers. Je m'apprête à frapper quand je croise son regard. C'est Amanda, une superbe blonde, avec une robe qui coûte probablement mon loyer annuel. C'est une amie d'enfance des bas-quartiers. On a grandi dans la même fange. Aujourd'hui, elle est l'une de ces filles du quartier rouge. Elle est livide. Ses mains tremblent sur mes avant-bras. « Qu'est-ce que tu fous là, Chase ?» me demande-t-elle dans un souffle, la voix étranglée par la peur. Je bosse, Amanda. Et toi? On m'a dit que le quartier rouge avait... Elle jette un regard terrifié vers la porte. « Pars, maintenant. Prends tes amis avec toi et barrez-vous de cet endroit. » Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle se rapproche de mon oreille, son parfum de vanille artificielle se mélange à l'odeur d'ozone des toilettes. Ce soir, c'est le second jour de la révolte. Tout aura lieu à 22h. Pars, Chase, tout de suite. Un client entre. Instantanément, Amanda se redresse, lisse sa robe et reprend son masque de poupée de luxe. Elle sort sans un regard en arrière. Le second jour de la révolte. Je capte rien à ce qu'il raconte. Je suis pas un politique, moi. Juste un mec qui veut payer son loyer. Et j'ai les mains moites. Je les lave, les frotte, les essuie, et je rejoins Lina dans le couloir. Mon communicateur grésille, c'est Vax. Les gars, j'ai le numéro de la suite. Suite 822, dernier étage. Don Diego vient d'être annoncé à l'entrée VIP. On a peu de temps. Je regarde ma montre, il est 19h30. On a 2h30 avant ce fameux rendez-vous de 22h, quel qu'il soit. On doit boucler ça et être loin avant que les ennuis n'arrivent. Je sors des toilettes, les mots d'Amanda encore coincés dans ma gorge. Le second jour de la révolte. Ça ressemble à un slogan de bas étage, un truc de militants exaltés qui n'auraient jamais tenu un flingue de leur vie. Je rejoins Lina dans le couloir technique, mais je ne peux pas m'empêcher de jeter un dernier regard vers la salle principale. Le casino du désert de cendres est une zone neutre, loin de la juridiction des gangs ou de la police. Ici, les hommes de main de la mafia ne sont pas en service, ils sont clients. Ils sont venus dépenser leurs néo-dollars dans le fast et l'alcool. Je les vois, affalés dans les fauteuils de velours, leurs vestes de créateurs déboutonnées, riant aux éclats tandis que les filles du quartier rouge les saturent d'attention. Ces types, d'habitude si promptes à la gâchette dans le quartier mafieux, ont complètement baissé leur garde. Ils se laissent bercer par le parfum de vanille et les rires des prostituées. J'ai une boule au ventre. Un sale pressentiment que je n'arrive pas à nommer. On dirait un calme de mort avant une tempête de cendres. Mais pour l'instant, ma mission prime sur mes angoisses. On bouge, Chase. Souffle Lina en me voyant arriver. On a une fenêtre de tir, on la prend. On remonte dans le mont de charge avec notre chariot de linge, en direction le dernier étage, la suite 802. L'ascenseur s'ouvre sur un couloir feutré, où le silence est si épais qu'on entendrait un implant grillé à 10 mètres. Ici, pas de bruit, juste le luxe vide. On passe nos badges de service, ça claque. On entre. C'est la suite présidentielle, un salon démesuré, avec des meubles rares. Une salle d'eau en marbre veiné, plus grande que notre appartement. Et au fond, la chambre. Une baie vitrée immense court tout le long du mur, offrant une vue impénétrable sur les cendres du désert, teintées de violet par les projecteurs extérieurs du complexe. On ne perd pas une seconde. Lina fait le guet devant la porte, son arme à la main, pendant que je grimpe sur un meuble laqué pour fixer la micro-caméra. C'est un modèle de pointe. Je l'insère dans l'ombre d'une corniche, je vérifie et flux sur mon communicateur. L'image est impeccable, le king size est pile dans l'axe. C'est bon, on dégage. On redescend, on
Entre le 8e et le parking, on s'arrache nos uniformes gris dans le monte-charge pour révéler nos fringues de sortie. On planque le matos de ménage derrière des bennes à ordures et on sort par une porte dérobée. Le parking est un enfer de bitume chauffé à blanc par les projecteurs. Je sors mon téléphone et loue une berline noire en autopilote. Elle arrive en glissant silencieusement, les vitres teintées nous isolant immédiatement de la rumeur du casino. On s'installe à l'arrière. Vax nous rejoint 2 minutes plus tard, la gueule en sueur. On est en place, Dit-il en s'affalant sur la banquette. regardez, le spectacle commence. On active l'écran central de la voiture. Sur le flux vidéo, rien ne se passe. La porte 802 est fermée. On attend un moment, puis elle s'ouvre. Il est 21h. Monsieur Don Diego entre. C'est un grand homme pâle, avec une moustache détaillée à la Dali qui lui donne une allure singulière et inquiétante. Il est accompagné d'une femme superbe à la peau caramel, dont la longue natte interminable lui bat les fesses à chaque pas. Eh bien, joli modèle. Siffle Vax. Lina lui jette un regard noir qui le fait taire instantanément. Sur l'écran, la scène dévie du scénario habituel. Don Diego ne la touche pas. Il va chercher du matériel dans un coffre, s'installe nu sur un chevalet. C'est une scène BDSM brutale, une mise en scène d'humiliation que le parrain semble savourer avec un détachement presque professionnel. Il est soumis. Nous le voyons. On enregistre chaque seconde. C'est la preuve irréfutable que sa femme attendait. Je balance le fichier crypté à Madame Don Diego. La réponse arrive en moins de 10 secondes. Une ligne de texte verte qui clignote sur mon terminal. Satisfaite. Nouvelle mission. Retournez là-haut. Tuez mon mari. Ramenez-moi sa tête. Un frisson glacé me parcourt les chiens. On vient de passer de petits voyeurs à assassins désignés pour le compte de la mafia. Et dans les couloirs du casino, l'heure tourne. Le silence dans la voiture est brutal, seulement brisé par le ronronnement du processeur qui crypte notre liaison. C'est du suicide. Lâche Vax, la voix étranglée. Si on entre là-dedans pour le fumer, ces gorilles vont nous transformer en passoire avant qu'on ait dégainé. Si on ne le fait pas, c'est sa femme qui nous raye de la carte. On a une mission. Point final. Rétorque Lina en vérifiant nerveusement la glissière de son arme. On a un contrat. On a une cible. C'est la seule façon de se sortir de ce bourbier. C'est trop dangereux, Lina. Je tranche enfin. On va mourir pour une guerre qui nous dépasse. On va faire autrement. On va tout dénoncer à Don Diego. Vax me regarde comme si j'avais ingéré de la javel. Lina s'apprête à hurler, mais je l'arrête d'un geste. C'est notre meilleure chance. On n'est pas des assassins d'élite, on est des rats de caniveau. Et les rats savent quand il faut changer de camp pour survivre. La mort dans l'âme, on quitte la sécurité de notre berline. On récupère nos tenues d'infiltration, on ajuste nos harnais. On remonte, non plus comme des ombres, mais comme des condamnés. Arrivé au 8e étage, l'ambiance a changé. Le couloir devant la 802 est maintenant lourdement gardé. 4 types, des armoires à glace nous bloquent le passage. Leurs mains ne quittent jamais la crosse de leurs pistolets mitrailleurs. On a une info pour le Don. Je lance, les mains bien en évidence. Il y a une caméra dans sa chambre. Dites-lui simplement où elle est. Au-dessus du meuble, dans sa chambre, dans la corniche. Ils se regardent. L'un d'eux parle dans son poignet. Quelques secondes passent, pesantes comme des siècles. Puis, la double porte s'ouvre. On entre. Don Diego nous attend dans le salon, simplement vêtu d'un peignoir en soie sombre. Il dégage une puissance tranquille, presque terrifiante. 6 hommes de main sont dispersés dans la pièce, les armes pointées sur nous. On déballe tout. On traite sa femme, la vidéo, la menace de mort, on ne cache rien, même pas notre peur. On nous écoute sans ciller, le visage de marbre. Quand j'ai fini, il ne dit rien.
Il se lève, marche lentement vers la chambre. On entend le son d'une discussion étouffée, puis le ton monte. Soudain, un coup de feu retentit, sec, définitif, suivi par le bruit lourd d'un corps qui s'effondre sur le carrelage. Don Diego revient dans le salon. Il a une traînée de sang sur la joue, une éclaboussure rouge vif qui contraste avec la soie de son peignoir. Il sourit, un sourire de prédateur qui vient de régler un détail mineur. « Vous avez bien fait de venir me voir, » dit-il d'une voix de velours. « Ma femme est une femme impatiente. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Tuez-la. Si l'un de mes hommes vous pose problème, dites-leur simplement que c'est de la part de son mari adultère. » On hoche la tête, incapable de décrocher un mot. On s'apprête à sortir quand, soudain, la structure même du bâtiment semble vibrer. Des bruits de détonation éclatent en bas, puis des rafales de tirs automatiques déchirent le calme feutré du casino. C'est une véritable cacophonie qui remonte des étages inférieurs. Je regarde l'heure sur mon téléphone, 22h pile. Mais merde, fais chier! L'immeuble entier tremble. Ce n'est pas un séisme, c'est une explosion coordonnée. Le bruit est tel que mes oreilles se mettent à siffler. Un son aigu et douloureux qui bouffe tout le reste. La cacophonie des détonations remonte des étages inférieurs. Un mélange de grenades à fragmentation et de rafales de fusils d'assaut. Je regarde l'heure sur mon téléphone, le reflet de l'écran danse sous mes yeux. 22h. Merde! Je comprends enfin. Les filles du quartier rouge, Amanda, l'astreinte des mafieux, tout n'était qu'un putain de compte à rebours. C'était pas une distraction de routine, c'était une exécution de masse. Dans le salon de la suite, c'est l'affolement. La porte menant au couloir vole en éclats, pulvérisée par une charge de C4. La fumée est noire, épaisse, chargée d'une odeur de brûlé et de plâtre. Les 6 hommes de main de Don Diego ne se regardent même plus. Ils sortent leurs armes, des modèles lourds, et progressent vers la brèche en hurlant des ordres. Don Diego, lui, est déjà dans sa chambre, probablement en train de récupérer son propre arsenal. « Cassons-nous d'ici !» Je hurle à Lina et Vax. Je saisis Lina par le bras. Elle a déjà son automatique en main, le visage durci par l'adrénaline. Vax est pétrifié. Son drone tourne autour de lui comme une mouche affolée. On se jette dans le couloir alors que les affrontements commencent. Les hommes de main tirent sur tout ce qui bouge. Dans le chaos, Don Diego sort de sa suite, une arme dans chaque main, le visage toujours maculé du sang de sa maîtresse. Il se retourne vers nous une dernière fois, ses yeux brûlants d'une rage froide. « N'oubliez pas votre mission !» hurle-t-il au milieu du vacarme avant de s'engouffrer dans l'escalier de service. On descend, c'est un calvaire. À chaque étage, des corps gisent sur la moquette rouge. Des mafieux surpris en plein débat ou en plein jeu, et des prostituées, certaines armées jusqu'aux dents, d'autres mourantes. On essuie des tirs à chaque palier, on riposte à l'aveugle. Le bruit est incessant, une symphonie de métal déchiré et de cris. On est à mi-chemin dans un couloir étroit au 4e étage, quand tout s'arrête pour moi. Une porte s'ouvre brusquement. Une prostituée en sort, le visage couvert de suie, un pistolet tenu à 2 mains. Je la vois à peine. Un coup de feu claque. La balle passe juste à côté de mon oreille et vient se loger exactement entre les 2 yeux de Vax. Le choc est immédiat. Le corps de Vax bascule en arrière, sans un cri, sans un geste. Sa tête tape le mur de béton avec un bruit mat, définitif. Une tache rouge s'élargit sur le gris de l'uniforme qui n'avait pas encore tout à fait fini d'enlever. Je ne bouge plus. Le monde devient flou. Le sifflement dans mes oreilles devient assourdissant alors que je tombe à genoux au-dessus de lui. « Vax ? Vax ? Vax, réveille-toi, Vax ! Vax !» Lina abat la fille d'une balle dans la gorge. Elle me chope par les épaules et me secoue. Elle me crie des trucs que je comprends pas. Je suis comme en dehors de mon corps, spectateur de ma propre agonie. Elle me tire de force, me traîne sur le sol poisseux. « Chase, bordel, on n'a pas le temps. Bouge, tu crèves avec lui, bordel. Chase !» Je me résigne. Je me laisse guider comme un pantin. Je ne sens plus mes jambes. On court, on fuit. On traverse des nuages de gaz lacrymogène et de poussière. Quand je reprends un semblant de conscience, l'air frais et acide du désert me fouette le visage. On est sur le parking. Lina me balance littéralement dans la berline autopilotée. Elle saute côté passager, le visage en sang. « Démarre, Chase! Démarre cette putain de bagnole !» J'écrase la commande manuelle. La voiture hurle et dérape sur le bitume, s'enfonçant dans l'obscurité du désert de cendres. Direction les bas quartiers. Direction chez nous. Il n'y en a plus que 2.
Je fixe le tableau de bord devant moi. Je ne sens plus mes mains. Le souvenir de l'impact, ce bruit sec de chair déchirée entre les deux yeux de Vax, tourne en boucle dans mon crâne. C'est Lina qui finit par briser le silence. Elle a les dents serrées, une main crispée sur son genou, l'autre qui essuie machinalement le sang sur son front. J'entends un léger sanglot sortir de sa gorge étranglée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» je demande. Ma voix sonne comme si elle venait du fond d'un puits. Elle se tourne vers moi. Ses yeux sont 2 fonds d'acier. Il n'y a plus de peur, plus de fatigue, juste de la haine pure, froide, distillée. On va la buter, cette salope. Je n'ai pas besoin de demander de qui elle parle. Madame Don Diego, celle qui nous a envoyés dans ce hachoir à viande. Celle qui a prévu de nous liquider avant même qu'on accepte. Celle qui est la cause de ce trou béant dans la tête de Vax. J'acquiesce. On ne parle plus de crédit, de néo-dollars ou de loyer. C'est personnel maintenant. On fait un crochet par l'appartement. C'est rapide. Pression chirurgicale. On ne regarde pas la chambre de Vax. On fonce vers la cage sous le plancher de la cuisine. On sort le matériel lourd, 2 pains de C4, des détonateurs à distance et nos vestes tactiques les plus épaisses. On ne prend que le nécessaire. En sortant, je jette un dernier regard aux 2 boulets morts qui traînent sur la table. Le cocktail me dégoûte. Il y a 3 verres. On reprend la voiture, direction une ruelle borgne dans les bas quartiers. Un véritable coupe-gorge où même les drones de surveillance n'osent pas s'aventurer à cause des interférences des vieux générateurs. Le plan est simple, brutal. Je descends dans la ruelle, l'air est chargé de cette cendre grise qui ne s'arrête jamais de tomber à Neo-Tokyo. Je pose le C4 à des points stratégiques, derrière des bennes à ordures rouillées et sous des débris de béton. Je vérifie les branchements. Mes doigts tremblent un peu, mais le clic du détonateur que je glisse dans ma poche me redonne un semblant de focus. Pendant ce temps, Lina est restée dans la voiture. Elle active son communicateur et contacte Madame Don Diego. Sa voix change. Elle devient tremblante, feignant l'épuisement et la réussite. C'est fait. Souffle-t-elle dans le micro. On a la tête. Mais on est suivi. On ne peut pas bouger. On est dans la ruelle de la 4e rue, secteur sud. Venez récupérer votre dû. On veut nos néo-dollars. Et on veut disparaître. Elle raccroche. Elle me regarde à travers le pare-brise. Elle n'a pas besoin de mentir sur son état de fatigue. On est au bout du rouleau. On se pose dans l'ombre, au milieu des décombres. On attend. Nos tympans sifflent encore du chaos du casino. Chaque ombre qui bouge ressemble à un tueur. Elle arrive, Murmure Lina. Une limousine noire, longue et silencieuse s'engage lentement dans l'entrée de la ruelle. Ses phares déchirent la brume de cendre. La limousine s'arrête dans la ruelle, son moteur électrique émettant un sifflement haute fréquence presque imperceptible. Le garde du corps descend en premier, un type massif, le cou épais comme une cuisse, les yeux augmentés brillant d'une lueur rouge dans la pénombre. Il scanne les environs, mais nos brouilleurs font le job. Il ouvre la portière arrière. Madame Don Diego descend. Elle est toujours aussi élégante, toujours aussi déplacée dans cette pisse et cette cendre. Elle s'avance seule dans la ruelle, le menton haut, son long porte-cigarette à la main. Elle s'arrête à quelques mètres des bennes à ordures. Je ne dis rien. Je ne sors pas de l'ombre pour un grand discours. Je n'ai pas envie de voir son expression changer. Je sors simplement le détonateur de ma poche. Le métal est froid. Une pousse écrase le bouton. L'explosion est instantanée. Une onde de choc brutale qui me plaque contre le mur de briques. Mes tympans sifflent. Un hurlement strident qui remplace le son de la déflagration. La ruelle se transforme en un enfer de poussière, de débris de béton et de flammes brèves. Le C4 a tout balayé. On attend que la poussière retombe. Le poumon brûle à cause de l'air saturé de poudre et de plâtre pulvérisé. Je m'avance, suivi de près par Lina. Au milieu des décombres fumants, on la trouve. Elle n'est plus qu'une forme brisée. Son tailleur de luxe déchiqueté, sa capeline envolée Dieu sait où. La veuve noire a fini sa course dans la fange. Je sors mon téléphone. J'active l'appareil photo. Ma flash claque dans l'obscurité. Une preuve pour nous, pour le Don, pour personne. Le garde du corps est toujours debout, près de la limousine dont les vitres ont volé en éclats. Il est pétrifié, le bras à moitié levé vers son holster, mais il ne bouge pas. Il regarde le cratère, puis nous, puis à nouveau le cratère. Il est tétanisé, probablement en train de se demander qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il a toujours des ordres, ou est-ce qu'il sera payé à la fin du mois? En passant à sa hauteur pour quitter la ruelle, je m'arrête un instant. Je lui pose la main sur l'épaule. Ça ira, je lui dis. Ma voix n'est qu'un murmure dans le sifflement de mes oreilles. C'est de la part du Don.
On monte dans notre berline de location. Le trajet à travers les bas-quartiers se fait sans un mot. Retour à l'appart, l'air est toujours le même. Ça sent le tabac, la chimie et l'absence de Vax. Je vais directement dans la salle d'eau. Je me fous sous la douche, tout habillé d'abord, pour évacuer la poussière et la sueur. Puis je me déshabille, et je reste là, sous l'eau tiède, à frotter ma peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge. Je repense à la balle entre les deux yeux, à la blague vaseuse sur le joli modèle, à la vie qui s'en va pour quelques néodollars et une vengeance de parrain. Je pleure. Enfin, je crois que je pleure. J'ai les épaules secouées par des sanglots alors que l'eau se mêle à mes larmes. Mais à Tokyo, même le deuil doit être rapide. Je sors, une serviette autour de mon cou. Lina est assise à la table de la cuisine, fixant les verres vides du debout mort. Il lève les yeux vers moi. Son visage est lavé, mais ses yeux sont marqués par une fatigue millénaire. On sort. On va boire un verre. C'est pas une question, c'est une nécessité. Ouais, t'as raison. Une nouvelle par Alasif, dans l'univers de Neo Tokyo. Inspiré du scénario La Photo. Merci pour votre écoute. inside my bones. The candles burned and died. Rust and flesh
dozen nurses cold and